messieurs, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes de retour dans cette édition du 15 février 2024. Il est l'heure désormais d'ouvrir notre page éco avec notre invité Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci Thomas d'être avec nous ce matin. Juste avant de rentrer dans le détail de votre présence ici, je tiens juste à préciser que c'est un enregistrement, que nous sommes le 13 février et que votre interview sera diffusée le 15 février dans notre émission Le Live de TV Finance. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier livre, Création et Destruction, les mystères des cycles économiques et humains, paru aux éditions Les Pros de l'éco. Thomas, comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre ? Alors, merci Louis-Antoine pour cette présentation. Les cycles économiques, c'est un thème de la littérature qui n'est pas ou peu traité, et en particulier depuis l'ère du communisme et du nazisme. Alors pourquoi ? Parce que j'ai notamment ces derniers mois traduit les travaux de Kondratiev en partie, et Kondratiev, c'était un économiste qui s'est fait fusiller pour avoir écrit sur les cycles économiques. Et donc, finalement, dans l'histoire économique, la littérature sur les cycles, elle s'est plus ou moins brusquement arrêtée à partir de cette période, en tout cas dans les grandes lignes. Malgré tout, je pense que c'est de notre devoir, finalement, de remettre en place ces théories qui sont pour moi extrêmement efficaces et qui remettent en cause le paradigme qu'on peut avoir sur le monde. Un exemple simple de mise en pratique en finance, c'est que aujourd'hui, on utilise beaucoup les systèmes probabilistes, l'aléatoire. C'est mieux que rien, mais ça décrit des effets, mais ça ne dit rien sur les causes. Et on peut modéliser un actif, bien sûr, avec des systèmes aléatoires, mais on peut le modéliser encore plus précisément, peut-être avec une perte de fiabilité, mais on peut le décrire peut-être plus précisément encore avec des cycles. Et ça, c'est un thème qui, aujourd'hui encore, à mon sens, est beaucoup trop négligé. Je pense qu'il y a des avancées majeures en recherche à faire sur le thème, sur le domaine. Je rappelle que les cycles économiques et financiers, puisque c'est aussi une grande partie de l'analyse technique, les cycles, c'est aussi des dizaines de milliers de pages, des dizaines d'auteurs, et c'est en grande partie ce que j'ai voulu faire dans un livre assez court, présenter finalement l'esprit conjoint qu'on peut retrouver dans toute cette littérature qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Thomas, après vos travaux, après études, combien de cycles économiques peut-on identifier ? Alors, ce qu'on apprenait, c'est plus au programme, mais ce qu'on apprenait au lycée il y a encore quelques années, c'était les trois grands cycles majeurs. Peut-être on va partir du cycle le plus long, peut-être le moins évident, mais c'est le cycle long de l'économie, comme on dit. Il s'appelle tout simplement le cycle de Kondratiev, en hommage à celui qui peut-être ne l'a pas découvert. Il y avait eu des énonciations dès 1860-70. On spéculait déjà sur l'existence d'un cycle de 40, 50, 60 ans. Et ça s'est avéré vrai avec les statistiques au XXe siècle. On s'est aperçu qu'effectivement, l'économie à long terme réagit selon des temporalités d'un demi-siècle, si je simplifie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cycle long de l'économie est toujours valide aujourd'hui. Et de manière plus impressionnante encore, il permet d'anticiper des choses que certains modèles ne permettent pas d'anticiper traditionnellement. Je pense notamment à la vague inflationniste qu'on a eue récemment, qui était indiquée, peut-être pas assurément, mais qui était indiquée fortement par ce cycle long de l'économie. Un cycle long de l'économie, pour la faire simple, c'est une trajectoire où on a une hausse puis une baisse du taux d'intérêt, des matières premières, de l'inflation, de la croissance. Voilà pour ce qui est du cycle de Kondratiev, et j'invite les auditeurs à aller voir un peu plus sur la vie de Kondratiev. Le deuxième cycle majeur, qui est peut-être le plus majeur de tous les cycles économiques, c'est le cycle qu'on appelle de Juglar. Clément Juglar, c'était un Français. Il avait cette formidable expression qui était de dire que les plus grandes prospérités et les plus grandes misères sont sœurs et se succèdent toujours. Et Clément Juglar, qui, dans les années 1860-70, a mis en avant l'existence d'un cycle de 7 à 10 ans, qui est vérifié statistiquement. C'est-à-dire que, en moyenne, aux États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une récession tous les 6 à 7 ans. Et de manière plus subtile, on remarque qu'il y a un grand rythme de croissance tous les 10 ans, à peu près. Et donc, pour
nous situer, on y reviendra peut-être après, mais la dernière grande récession, c'était en 2020. Et encore avant ça, c'était en 2009. Et donc, on remarque bien ce cycle de Juglar qui est toujours persistant aujourd'hui. C'est un rythme de croissance, un rythme de croisière, mais des fois, il y a des creux comme sur la mer. Et donc, c'est un peu ce que nous disait Juglar. Et enfin, le dernier cycle qui est à la fois visible en finance. D'ailleurs, la rumeur dit qu'il était utilisé par les Rothschild avant la Première Guerre mondiale. C'est un cycle qu'on appelle de Kitchin, qui est à la fois efficace sur la finance, sur la bourse et sur l'économie. C'est un cycle de 3 à 4 ans qu'on mesure à la fois mathématiquement, économiquement aussi, et sur lequel on peut d'ailleurs très bien le voir aussi aujourd'hui, parce qu'on a des fortes amplitudes dans la variation de l'inflation, de la croissance, et on le remarque très bien en ce moment. Donc, ce sont les 3 piliers de l'analyse théorique en économie, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont décrit, Schumpeter en autre a fait un travail formidable de plus de 1000 pages, il a fait la Bible des cycles, si j'ose dire, et puis d'autres auteurs plus particuliers, des fermiers, des paysans, qui avaient écrit justement sur la régularité des prix sur les marchés des matières premières. Et quand on lit tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, la notion de cyclicité, c'est une notion complexe qui, à mon sens, doit être abordée sous son aspect mathématique. Mais pour simplifier le modèle, on décrit souvent la dynamique économique par ces 3 grands auteurs que sont Kondratiev, Juglar et Kitchin. Et globalement, Thomas, actuellement, on se situe où dans ces cycles économiques? Alors, si on commence par peut-être le cycle le plus court, qu'on appelle cycle de Kitchin. C'est un cycle qui dure 3 à 4 ans, qui agit, comme je disais, sur l'économie et sur la bourse. La dernière grande récession, c'était en 2020. On a eu ensuite une forte poussée de l'inflation, de la croissance, et on s'est aperçu, donc aujourd'hui on est plutôt sur un creux, mais l'inflation se maintient autour de 3% aux États-Unis, en zone euro, et donc on a ce cycle persistant de 3 ans, 4 ans. Alors, d'un point de vue de l'économie, on est plutôt sur le point bas du cycle de 3 à 4 ans. D'un point de vue de la bourse, qui réagit souvent par anticipation ou par retard, mais plus généralement par anticipation, ça dépend comment on le voit, en termes de bourse, on est plutôt on se rapproche du sommet, à mon sens, de ce cycle de 3 à 4 ans. Donc, c'est-à-dire que par rapport au dernier point bas d'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire en mi-2022, progressivement, d'ici la moitié 2024, d'ici les élections américaines, on pourrait avoir ce sommet relatif qui se dessine sur les indices. Et c'est ce que je montre par ce graphique. Ce graphique, c'est quoi? C'est l'écart entre le S&P 500 et la masse monétaire. Je rappelle que la corrélation entre le S&P 500 et la masse monétaire, c'est 90%, que la masse monétaire est un déterminant majeur du niveau des indices, du fondamental des indices, et que les indices, s'ils vont au-delà de ce que la liquidité leur permet, sont dans une phase d'optimisme. Et ça a relativement bien marché ces dernières années. Les marchés avaient valorisé le S&P 500, en l'occurrence, beaucoup plus cher que la masse monétaire en rapport en janvier 2020, en janvier 2022 et en ce moment. Donc ça veut dire que là, les marchés sont sur une phase d'optimisme et donc que d'un point de vue de ce cycle court de la finance et de l'économie, les marchés sont en haut, tandis que l'économie est plutôt en bas. Les 2 cycles réagissent en ce moment plutôt presque par contradiction. Donc c'est ça qui est intéressant de remarquer à court terme. Ça, c'est vraiment où on se situerait du point de vue finalement de l'analyse des cycles boursiers, des cycles courts. J'invite sur mon site, j'ai fait une série d'articles justement à ce sujet, mais tout ressort pour aller dans ce sens. Et puis peut-être maintenant à plus long terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un point de vue macroéconomique, donc d'un point de vue de la croissance et de l'inflation, au stade où on en est du cycle de Juglar, on en est plutôt justement au quart, au tiers de ce cycle de Juglar, voire à la moitié, c'est pour certains. Et ce qui voudrait dire que, à mon sens, à partir de la fin d'année 2024, mais surtout à partir de 2025, je pense qu'il y a une probabilité non nulle pour que le risque de récession réaugmente. En particulier, on pourrait avoir un risque vers fin 2025-2026. Bon, en tout cas, les cycles sur plusieurs actifs concordent vers cette période où on pourrait avoir une décrue, une dépressurisation, si j'ose dire.
Parce que, voilà, comme je disais, en moyenne, il y a une récession tous les 6 à 7 ans aux États-Unis, ne serait-ce que de ce point de vue, du point de vue probabiliste, la probabilité se situe là, mais du point de vue des cycles aussi. Encore une fois, il n'y a rien de certain, mais ça aide à nous situer. Donc, pour l'instant, en 2024, la croissance, en tout cas pour les États-Unis, est plutôt bonne, elle se maintient. En zone euro, ce n'est pas pareil, hein, on est sur le fil du rasoir quand même. Donc, évidemment, il faut prendre aussi en compte les différences de croissance potentielles entre les régions économiques. Mais donc, voilà pour ce qui est du cycle intermédiaire, du cycle de Juglar. Et j'aimerais insister sur un point, c'est qu'à long terme, quand on compare les différents taux de croissance par rapport à la position qui est la nôtre dans le cycle long de l'économie, on se rend compte qu'il y a une forte symétrie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé en termes de croissance économique il y a 40, 50 ou 60 ans peut avoir un impact non nul sur ce qui se produit actuellement par le truchement du cycle long, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique que j'explique en détail dans le livre, c'est le comportement moyen de la croissance sur un cycle long de l'économie. De la même manière, sur le graphique suivant, on peut voir le comportement moyen de l'inflation sur un cycle long de l'économie. Et on voit qu'en général, un peu avant la moitié du cycle long de l'économie, on a un pic inflationniste très important, une décrue, donc on a presque une crise de stagflation un peu avant le sommet du cycle long, qui annonce ensuite une période de croissance relative et après ensuite le déclin du cycle long, etc., etc. On peut faire tout un raisonnement là-dessus. Et donc, ce qui m'amène au dernier point, où c'est qu'on en est par rapport au cycle long de l'économie. C'est une question plus délicate, mais ce qu'on peut dire avec presque certitude, c'est que le dernier plus bas du cycle long de l'économie, il était vers la crise de 2008. Pourquoi ? Parce que c'était une période où on avait de la déflation, où on avait des tensions sur les matières premières, et donc tout cela amenait finalement un contexte qu'on n'avait pas connu depuis l'après-guerre. Hein, donc ça, c'est un élément très important. Et donc en ce moment, sur la décennie précédente, on avait une décennie de recroissance avec de la reflation. Et donc en ce moment, on est plus amené à avoir des crises inflationnistes. Et d'ailleurs, en ce moment, l'inflation sur l'énergie est plus basse que l'inflation sur les biens courants. Et donc, par conséquent, on peut s'attendre à ce que l'inflation, malgré tout, sur la décennie, reste plus élevée que sur les périodes précédentes. Donc voilà pour ce qui est de notre position dans les cycles économiques. Pour faire très court, évidemment, c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite beaucoup plus d'études approfondies. Donc, on a vu avec vous que un des 3 cycles intéressants à étudier est celui de Kondratiev. Kondratiev, c'est donc un économiste qui s'est basé, dont l'étude empirique s'est basée sur des mouvements macroéconomiques allant de la fin globalement du 19e siècle au début du 20e. Est-ce que vous pensez que ça a encore du sens aujourd'hui d'appliquer des modèles économiques à nos économies contemporaines qui, tout le monde le sait, sont en train d'inventer un nouveau paradigme? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, que c'est toujours pertinent pour la raison évidente que on peut essayer de mener des politiques contre les cycles en économie, mais on ne dirigera jamais un cycle d'une portée plus longue, d'une portée supérieure. Donc ça, c'est un principe essentiel. Et peut-être un point intéressant, c'est que, par exemple, sur ce graphique, on voit bien, c'est le lien, c'est ce qu'on appelle, il y a eu des recherches au début des années 2000 sur ce qu'on appelle le ratio MY. Alors, le ratio MY, c'est lié avec le ratio de valorisation de la bourse. Et en fait, on mesure le vieillissement de la population active. Donc, ce ratio nous dit quoi ? Ce ratio nous dit que la valorisation de la bourse, par exemple, évolue selon le vieillissement ou non de la population active. Et donc, on voit bien que les cycles dans ce vieillissement de la population active, qui sont des cycles démographiques sur lesquels l'économie ne peut pas faire grand-chose finalement, se traduisent par des cycles économiques derrière. Donc, effectivement que de ce point de vue-là, les cycles longs ou les cycles économiques en général sont toujours présents. Et ils sont toujours présents aussi pour la raison évidente que, comme je disais, il y a des cycles qu'on ne maîtrise pas. Les cycles des guerres, etc., ce sont des cycles différents.
il y a les cycles longitudinaux, transversaux, je ne rentre pas dans le détail, mais les cycles des guerres, les cycles des saisons, des épidémies. Je vous coupe Thomas, mais le cycle des pandémies, notamment si on pense au XXIe siècle, le Covid est effectivement imprédictible et la situation économique dans laquelle aujourd'hui on est, tant en termes d'évolution des prix ou que de hausse de la croissance, est quand même assez complètement lié au goulot d'étranglement qui ont été amenés par les différents confinements. Bien sûr, tout à fait. Mais ça, effectivement, après, on peut interpréter soit l'économie par les événements, soit par des dynamiques endogènes. Mais les épidémies, voilà, font souvent leur apparition sur des périodes de l'histoire. Évidemment, on peut avoir des épidémies d'une année sur l'autre, mais en général, elles sont plutôt espacées. Parfois même, elles ont un sens par rapport à d'autres cycles naturels, etc. Bon, c'est des questions beaucoup plus complexes. Mais ce que je veux dire d'un point de vue général, c'est que c'est très ambitieux de dire les cycles économiques n'existent plus. On maîtrise la consommation avec une baguette magique. Bon, donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et comme on l'a vu sur le S&P 500, c'est-à-dire que la masse monétaire progresse de manière cyclique à long terme, mais de manière très subtile. Mais de la même manière, le S&P 500 réagit de manière cyclique sur la masse monétaire. Donc, il faudrait être capable d'avoir un cerveau surhumain pour être en capacité de dire aujourd'hui, je supprime ce cycle et pas celui-là. Bon, c'est extrêmement complexe. Mais ce qu'on voit d'un point de vue de la statistique et d'un point de vue des fondamentaux qui alimenteraient ces cycles aujourd'hui, c'est la démographie, c'est l'innovation, c'est toutes ces choses qui ne se maîtrisent pas, qui apparaissent spontanément, de la même manière que les catastrophes naturelles ou que des événements de ce type. Et donc, tous ces événements ont un sens du point de vue cyclique aussi, et ça, il faut le rappeler. Et comme je disais, pour revenir à ce ratio MY qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit que jusqu'en 2020, justement, on avait un rajeunissement de la population active et qu'à partir de cette décennie, on va avoir un vieillissement à nouveau de la population active et donc que les ratios de valorisation boursière seront amenés à remonter probablement jusqu'au milieu de la décennie 2030 et que de ce point de vue-là, il y a des bonnes probabilités aussi pour que voilà, les cycles longs de Kondratiev agissent. En tout cas, ce sera un fondamental. Et on voit bien aussi que le dernier sommet du cycle de Kondratiev entre 1970 et 1980 s'était traduit à l'époque par un fort rajeunissement de la population active et par un pic d'inflation en même temps. Tout ça pour vous dire que ces cycles, ils existent encore. On peut les lire, essayer de les lire. Évidemment, c'est toujours subtil de les lire, hein, mais on peut les lire mathématiquement. Maintenant, effectivement, comment les expliquer? C'est tout l'enjeu. Mais aujourd'hui, voilà, il y a encore des études qui montrent qu'on peut finalement les expliquer. Bah, écoutez, merci Thomas. En tout cas, si on veut les lire et comprendre, bah, j'invite nos téléspectateurs à acheter et lire votre livre, hein, Création et destruction, les mystères des cycles économiques et humains aux éditions Les Pros de l'Écho, un livre dans lequel on en apprendra beaucoup. Et je vous remercie de la qualité de votre travail, Thomas, et d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Thomas Andrieux, vous êtes spécialiste des questions économiques et des questions financières et avec nous sur Téléfinance régulièrement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Thomas, je rappelle encore que c'est un enregistrement et que nous sommes le 13 février et qu'il sera diffusé dans notre émission le 15 février prochain. Je vous remercie beaucoup, Thomas. Nous, dans un instant, on se retrouve pour la suite et la fin de notre édition du 15 février. À tout de suite sur Téléfinance. Merci beaucoup.